Hello tout le monde, pour ceux qui ont participé à mon live à la SEO Garden Party, peut-être que comme moi vous avez été frustrés par les problèmes techniques. Donc ce que je vous propose, c'est de redérouler la presse, dans de meilleures conditions évidemment. Ça vous permettra de mieux appréhender la méthodologie présentée, éventuellement de préparer vos questions pour le Q&A qui sera prochainement organisé par Links Garden. Et pour ceux qui n'étaient pas présents au live, eh bien c'est le moment de vous rattraper. Allez, on y va. La conférence était au sujet de SEO, rankings, mais surtout performance commerciale. Pour mesurer la performance commerciale de son SEO, l'outil indispensable, c'est le suivi de position. Ça permet, comme son nom l'indique, de mesurer l'évolution de ses positions. Ça permet d'identifier quelle URL est positionnée pour un mot-clé donné et bien sûr de créer des rapports pour piloter sa stratégie SEO. Par contre, sans outils performants, pas de rapport. Donc là, j'ai mis un petit panorama des outils les plus connus et les plus efficaces du marché. Je m'attarde pas sur le sujet, je vous laisserai les découvrir individuellement si vous ne les connaissez pas. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible pour y répondre. Globalement, peu importe l'outil que vous allez utiliser, un rapport de position ressemblera plutôt à ça. Donc, ça va être un tableur avec des en-têtes assez classiques. Le mot-clé, ciblé, le volume de recherche, la position relevée au jour où vous moulinez le rapport, versus la période de comparaison. Donc, ça peut être J-7, ça peut être M-1, ça dépendra de la période de comparaison que vous paramétrez. Et enfin, vous aurez l'URL de destination. Donc, bien sûr, j'ai volontairement vulgarisé le suivi de position, mais les outils présentés précédemment offrent beaucoup d'autres fonctionnalités. En revanche, c'est pas ce sur quoi on veut s'attarder aujourd'hui, parce que nous on veut vraiment parler de performance commerciale. Donc on va voir comment on peut enrichir un suivi de position classique avec des données qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions et surtout de faire du business. Un suivi de position classique, effectivement, comme je vous le disais, ça a ses limites. Déjà, c'est inexploitable pour suivre une grosse volumétrie de mots-clés. Ensuite, on mesure uniquement les rankings, mais pas vraiment la performance commerciale. Quand on travaille chez l'annonceur ou qu'on doit être en contact avec plusieurs services, le suivi de positionnement classique, finalement, il n'intéresse personne à part le web. Ça ne permet pas non plus de valoriser le travail du SEO, la plus-value du SEO. Donc, c'est dommage que ça soit auprès de votre boss ou de votre client. En tout cas, vous vous coupez d'une opportunité de valoriser votre travail. Et enfin, et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça ne permet pas d'avoir une vision synthétique pour prendre des décisions orientées business, chiffre d'affaires. Alors, pour pallier à toutes ces contraintes, on peut organiser, ranger son suivi de position. Il y a 2 étapes indispensables. D'abord, il faut catégoriser ses URL. Comme on l'a vu, dans le suivi de position, les URL positionnées vont remonter. Donc, il va falloir savoir, ce sont des URL qui appartiennent à quelle catégorie de produits, voir quel template de page. Enfin, on va regarder tout ça un peu plus en détail par la suite. Ensuite, il faut aussi établir un keyword mapping. Il faut, pour un mot-clé donné, avec quelle URL je veux ranker. Donc, pour la catégorisation des URL, il nous faut bien évidemment un outil. Donc, cet outil, ça va être un crawler web. Un crawler web qui a une fonction d'extraction de données et une fonction de regroupement d'URL. La plupart des crawlers le proposent aujourd'hui. Donc, vous aurez pas de grandes difficultés, en tout cas, à trouver un crawler qui offre ces fonctionnalités.
Ensuite, au niveau de la catégorisation, on peut imaginer plein de choses, mais pour la présentation actuelle, on va se baser sur deux catégorisations indispensables. La catégorisation par template de page. Donc, qu'est-ce que j'entends par template de page? Un template de page, c'est une page catégorie, une page de listing produit, une fiche produit. Ça peut être aussi une page de recherche interne. Mais votre site est conçu de toute manière avec des templates. Donc, c'est important d'avoir cette notion de template parce que ça va nous permettre aussi derrière d'actionner un certain nombre de synthèses qui sera utile à la décision. Et l'autre catégorie indispensable, c'est bien évidemment classé par catégorie de produit. Il y a différentes méthodes pour catégoriser ces URL. On peut utiliser la structure des URL. Par exemple, j'ai une URL mondomaine.com / nom de la catégorie 1 / nom de la catégorie fille / sous-catégorie. Ceci étant dit, on trouve de moins en moins de gros sites e-commerce qui sont structurés comme ça. Donc, il faut aussi trouver d'autres moyens de catégoriser ces URL. Ça peut être en utilisant le contenu des métatags. Par exemple, vous allez avoir une balise title qui reprend systématiquement le nom de la catégorie dans lequel la page à laquelle la page est associée. Mais ça peut aussi être un élément présent dans le code source. Je vous donne un exemple pour catégoriser par catégorie de produit. Le fil d'Ariane peut être très utile. Pour ça, vous catégorisez vos URL avec les éléments, notamment les items propres du fil d'Ariane. Le keyword mapping, lui, va nous permettre de vraiment garder la maîtrise de son référencement. C'est-à-dire que pour chaque URL du site, on va définir en amont quel est le mot-clé qu'on cible pour une URL donnée. Donc, ça va permettre de garder la maîtrise de son SEO, effectivement, d'assurer la cohérence de vos actions et aussi de créer des dashboards d'aide à la décision. Pour faire le keyword mapping, la bonne pratique, c'est de se baser encore une fois sur le template de page. Parce qu'un template de page, ça correspond généralement à un pattern de requête donnée. Et une requête, c'est égal à une page ou un ou plusieurs mots-clés cibles. Je vais vous donner un exemple concret pour que ça soit un petit peu plus clair. Mais par exemple, sur un site qui vendrait de l'électroménager, on va avoir des pages de catégorie. Donc la page de catégorie, finalement, elle va toujours cibler le mot-clé, son mot-clé principal sera le nom du produit. L'internaute a trouvé le produit qu'il veut et donc du coup il va aller rechercher la référence directement pour comparer les prix, les conditions de livraison, etc. Ensuite, on peut avoir des pages, des templates qui sont produits plus caractéristiques. Comme par exemple robot cuiseur inox, robot cuiseur connecté. Et tous ces templates vont vous permettre de définir pour une URL donnée quels sont le ou les mots-clés que vous allez cibler pour cette URL. Alors, pour récapituler, l'intérêt de faire un keyword mapping, ça va être de détecter des quick wins qui sont bankable. Donc, ce que j'appelle bankable, c'est-à-dire des quick wins qui vont rapporter du profit et pas que du trafic ou des positions. C'est de garder la maîtrise de son SEO, bien sûr, savoir si les actions qu'on effectue sont porteuses sur une page donnée et assurer la cohérence de ces actions. Donc, pour que ça soit un peu plus clair, je vous propose de regarder quelques exemples en live. Donc, là, si je vais faire une requête barbecue
gaz Weber. Donc, on va passer tout ce qui est ads. Donc, je vais faire une requête barbecue gaz Weber. Donc, on va bien sûr passer tout ce qui est ads. Et là, on voit qu'on a le résultat, le roi Merlin, en deuxième position. Donc, l'idée, c'est pas de se focaliser sur la position, qui est plutôt très honorable, en plus juste en dessous de la marque. Après, petite précision, quand j'ai fait mes slides, le roi Merlin était positionné en troisième position, hein, mais bon, la serre bouge tous les jours. Mais globalement, on va pas s'intéresser qu'à la position. On va s'intéresser à la page qui se positionne sur cette requête. Et donc, on voit que c'est la page générique barbecue. Très bien. Effectivement, on a des barbecues Weber, mais pas que. Alors, c'est rigolo parce que finalement, le roi Merlin dispose d'une landing spécifique au barbecue gaz Weber. Mais c'est pas elle qui se positionne. C'est dommage parce que en termes de conversion, ça pourrait être finalement intéressant et surtout, plus la page va être thématisée et plus ça va être facile de l'optimiser. On peut imaginer qu'ils intègrent des vidéos du fournisseur, qui fassent un comparatif de même type de produit, même marque, et favoriser de l'upsell. Enfin, voilà, il y a toujours un intérêt à aller positionner la page la plus spécifique. Là, je me suis amusée à faire un petit tableau d'hypothèses, d'hypothèses de gain SEO. Effectivement, on peut partir du principe que le taux de conversion de la page barbecue générique est de 1,5%. En positionnant une page spécifique, on se dit qu'on peut peut-être atteindre 2%, gagner 0,5 points de conversion. Et même en gagnant 0,5 points de conversion et en restant à la même position, déjà, on enregistrerait un gain mensuel d'environ 1 000 € par mois. Par contre, comme justement cette page peut être bien optimisée, potentiellement on peut se dire, on va gagner une petite position supplémentaire. Et à ce moment-là, le taux de clic sera plus élevé. Et on arrive, donc toujours avec un taux de conversion augmenté de 5 points, on arrive à un gain mensuel estimé d'environ 3 000 €. Alors, ça peut paraître peu quand on travaille sur ce genre de site. Ceci étant dit, on parle d'une requête et d'une page. Donc, si on multiplie par le nombre de pages sur lesquelles on peut optimiser la conversion, que ça soit par 100 ou par 1000, voilà. On commence à être sur des rapports qui sont intéressants. Et je vais vous montrer aussi un autre exemple quand je parle de diluer ses efforts SEO. Donc là, c'est un site pour lequel j'ai travaillé en l'occurrence, donc qui vend de l'emballage alimentaire pour de la vente à emporter et de la livraison de repas. Donc sur emballage pizza, ok, ils arrivent en 4e position. Bon, très bien. Même si l'ergonomie des contenus peut être discutable, là on est loin de ce que préconise Laura dans la conférence qu'elle a faite aussi au SEO Garden Party. En tout cas, bon, il y a du contenu, il y a des produits, cette page n'a rien de déconnant pour Google et d'ailleurs il la positionne en 4e position. Mais là où je parle de diluer les efforts SEO ou les efforts marketing, c'est que finalement, sur ce même site, on va retrouver une page qui s'appelle emballage pizza. Et là,
le look and feel hein, est tout à fait similaire, sauf que sur cette page, on voit qu'il y a 38 articles versus 18 sur la page positionnée. Donc, ce qui se passe concrètement dans les équipes, c'est qu'on a dit aux équipes produits, dès qu'il y a un nouveau produit, il faut le rentrer dans la catégorie emballage pizza. C'est ce qu'ils font. En revanche, la page historique, c'est elle qui contient le contenu, puisque là on voit, il n'y a pas le bloc de texte qu'il y a sur la page précédente. Donc du coup, en fait, les nouveautés, les références s'enregistrent dans cette catégorie, mais la catégorie qui est positionnée n'est pas celle-là. Donc, finalement, ça crée de la confusion et puis surtout, c'est vraiment contre-productif. Donc, voilà pourquoi c'est important de faire un keyword mapping pour garder vraiment la maîtrise de son SEO et vraiment d'aligner l'ensemble des services sur la page qu'on veut optimiser pour telle ou telle requête. Donc une fois que vous avez votre catégorisation d'URL et votre keyword mapping. Là, donc, je vais avoir en première colonne tous mes keywords, puis forcément, je vais avoir l'URL cible. Ensuite, je vais pouvoir avoir l'URL qui se positionne, qui n'est pas forcément l'URL que je cible moi, enfin en tout cas que j'ai décidé de cibler avec le keyword mapping. C'est l'URL qui se positionne. Donc on peut vite identifier si oui ou non c'est la bonne URL qui est positionnée. Ensuite on peut affiner justement ces analyses pour dire comme j'ai le regroupement par URL, par catégorie de produits, je peux me dire, est-ce que pour une catégorie donnée, est-ce que je me positionne davantage avec des fiches produits ou avec des pages de catégorie? Je peux aussi faire une synthèse, quels sont les mots-clés qui ne sont pas positionnés en page 1 par univers produit. Ou je peux faire une synthèse des mouvements. Est-ce que j'ai une catégorie de produits qui finalement a un ratio de mots-clés en baisse plus important que d'autres catégories. Donc ça permet vraiment d'aller prioriser et de conserver vraiment, je veux me positionner sur une expression donnée avec telle page. Et là, on a une vision qui est quand même assez claire. On peut aussi rajouter un niveau de catégorisation supplémentaire aux mots-clés, qui sont les typologies de mots-clés. Globalement, en SEO, on va avoir 3 typologies de mots-clés. Les mots-clés top tail, parfois appelés short tail également, middle tail, et puis la longue traîne. Finalement, plus le volume de recherche est important, plus c'est un mot-clé générique qui correspondra à un mot-clé top tail. Enfin, on a les middle tail, donc ça reste des mots-clés avec un volume de recherche important, mais surtout un potentiel de conversion un peu plus élevé. Et les mots-clés long tail, un très fort potentiel de conversion. Globalement, sur les sites e-commerce, l'arborescence, elle va être construite selon le principe suivant. Plus ma page est haute dans l'arborescence, plus je veux cibler des mots-clés génériques à fort volume de recherche, et donc plus les mots-clés que je vais cibler vont être génériques. Et ça peut être intéressant d'avoir cette vision pour un mot-clé donné. Est-ce que c'est un top tail, middle tail, short tail, et avec quelle URL je me positionne? Parce que on peut voir par exemple un mot-clé top tail qui va se positionner avec une fiche produit. C'est pas logique. Sur un site e-commerce, un mot-clé top tail, il se positionne pas avec une fiche produit.
Je vous donne un exemple encore. En live. Donc là, si je tape l'expression grille-pain SMEG. Donc je vois, hein, bien sûr, il y a tous les gros sites, la marque aussi. Et puis, il y a la FNAC. La FNAC qui se positionne finalement avec une fiche produit. Sur une requête, grille-pain SMEG, c'est environ 18 000 recherches par mois. Alors, non seulement il se positionne avec un produit dont le stock est épuisé, mais en plus, ils en ont plusieurs, donc il vaut mieux se positionner avec une page liste. Et d'ailleurs, si je reviens sur la page grille-pain, on voit très bien qu'ils ont ici un filtre SMEG avec 28 produits. Donc, cette facette, elle n'est pas ouverte au crawl. Ce sont pas des liens à href, hein, ces facettes-là. Mais on pourrait très bien imaginer que la FNAC dise bon ok, j'ai identifié que c'était une recherche à fort potentiel, donc je vais ouvrir au crawl et à l'indexation ma facette SMEG. Et effectivement, il serait plus pertinent. Et d'ailleurs, il se positionnerait certainement plus haut parce qu'il ne présente pas un seul produit, mais un listing produit. Et c'est ce type de page que Google attend sur cette typologie de requête. Après, si on tape grille-pain SMEG dans le moteur de recherche interne de la FNAC, ils ont également une page liste qui positionne l'ensemble de l'offre grille-pain SMEG. À ce moment-là, on pourrait se dire, ok, cette page de search, on la transforme en top search parce que c'est recherché, et à ce moment-là, la linker dans la structure du site. Voilà, c'est des choses qui se font. Et globalement, la FNAC se coupe d'une opportunité de trafic et de conversion relativement importante, puisqu'elle se positionne avec une fiche produit qui, de surcroît, est hors stock. Donc, si vous êtes toujours là, on va pouvoir passer un level et on va ajouter des données qui proviennent d'outils tiers. Les outils tiers, qu'est-ce que ça va être? Ça peut être Google Analytics, ça peut être votre outil de Backlink Analyzer, et surtout ça peut et ça doit être, par exemple, votre ERP, votre back-office. Donc dans les données Google Analytics, on va pouvoir intégrer des données de visite, taux de conversion, chiffre d'affaires, enfin les données assez classiques que vous retrouvez dans Google Analytics. Pourquoi je vais vite passer sur ces données-là, c'est parce que pour pouvoir matcher des données Analytics à votre suite positionnement, vous allez devoir avoir une clé commune entre vos deux exports, et cette clé commune, ça sera l'URL. Donc, si vous avez plusieurs mots-clés positionnés sur la même URL, et que vous importez par exemple le chiffre d'affaires généré par l'URL, vous aurez une vision du chiffre d'affaires généré par URL et pas par mot-clé, puisque pour chaque mot-clé donné, il vous reportera le même montant de chiffre d'affaires. Donc finalement, cette analyse, dans le cadre de cette présentation, je la trouve pas spécialement efficace pour prendre des décisions. Ensuite, vous allez avoir vos outils, vos données qui viennent de votre Backlink Analyzer. Pareil, c'est hyper intéressant. Moi, je vous encourage à rajouter ces données dans votre suivi de position. En revanche, c'est pas forcément quelque chose d'actionnable immédiatement pour faire de la performance commerciale. Vous allez davantage
actionner cette analyse pour gagner des positions, gagner en trafic, mais pas spécifiquement pour gagner en CA. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Effectivement, les données produits, finalement, sont peu exploitées, alors que généralement, elles existent dans un ERP, un back-office. Vous devez avoir déjà un certain nombre de données, mais peut-être que vous n'exploitez pas dans vos rapports SEO. Donc, pour mapper les données produits, on va devoir d'abord créer une base de données produits qui va contenir et le SKU et l'URL de la fiche produit. Parce que, souvenez-vous, dans votre rapport de position, on va vous donner le mot-clé et l'URL positionnée, mais en aucun cas le SKU. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir matcher et le SKU, l'URL fiche produit avec l'URL positionnée dans les résultats de recherche, dans votre suivi de positionnement. Donc, ça va nous permettre d'avoir un mapping et la clé commune, bien sûr, sera le SKU. Pour récupérer les SKU et créer cette fameuse table de correspondance, globalement, dans la plupart des cas, vous pouvez l'exporter depuis votre back-office. Enfin, normalement, votre développeur devrait être en mesure de vous fournir un fichier avec le SKU et l'URL de la fiche produit. Maintenant, si dans un cas extrême, votre développeur n'est pas en mesure de vous fournir cet export, vous pouvez très bien aller scraper le SKU avec votre crawler web, ce qui vous donnera encore une correspondance SKU et fiche produit et URL de la fiche produit. Maintenant, pour les indicateurs produits qui sont intéressants de regarder, là j'ai pris des indicateurs produits qui sont vraiment liés à la performance commerciale ou au taux de conversion. Par exemple, vous pouvez avoir le taux de marge, un indicateur somme toute important. La classe logistique, puisqu'on sait bien que la logistique, c'est un peu ce qui va plomber la rentabilité d'un site e-commerce. Donc, c'est important de savoir, est-ce que c'est un petit colis, est-ce que c'est du colis palette, enfin, en tout cas, d'avoir une vision sur combien ça va me coûter la logistique sur ce produit donné. Le taux de retour aussi, puisque bien évidemment, alors on propose ou non le retour gratuit, mais ceci étant dit, quoi qu'il en soit, les retours impactent la rentabilité. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Amazon, lui, a un algo qui permet de déterminer si, pour une demande de remboursement ou de retour produit, si ça vaut le coup que le client réexpédie son produit, ou s'il vaut mieux le rembourser, lui laisser le produit, tant pis, parce que ça coûtera moins d'argent. Donc, effectivement, les taux de retour, c'est un indicateur quand on fait de l'e-commerce qu'on doit surveiller. Au même titre que les avis clients, que ça soit la note ou le nombre d'avis, c'est un facilitateur d'achat, donc ça doit être mesuré. Au niveau de tout ce qui va être taux de retour, par exemple, ou taux de marge, pour vous simplifier la lecture, et encore une fois dans l'optique de pouvoir avoir un rapport, un suivi de positionnement actionnable qui aide à la décision, je vous recommande de faire des classes. Si voilà, j'illustre l'exemple, mais si le taux de marge est supérieur ou égal à 50%, la classe de marge, c'est A. Si votre taux de marge est inférieur à 50% et inférieur ou égal ou supérieur et égal à 30, c'est une classe B. Et si le taux de marge est inférieur à 30, c'est une classe C. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Pour des indicateurs qui peuvent être variés, regroupés par classe, 3 ou 5, c'est suffisant, parce que sinon vous allez vraiment vous perdre.
Voilà à quoi ça peut ressembler finalement un suivi de position structuré. Enfin, une base de données produits structurée, pardon. On va avoir le SKU, on va avoir l'URL de la fiche produit, puis ensuite les données qui nous intéressent. Donc là, dans l'exemple, j'ai pris la classe marge, la classe logistique, la classe retour, le nombre d'avis, la notation, et bien évidemment l'état, stock, hors stock. Une fois que vous avez cette base de données, vous allez pouvoir, justement, grâce à la clé commune qu'est le SKU, enrichir votre suivi de positionnement. Donc ça va se faire à base de recherche V dans Excel. Donc on va avoir notre mot-clé, un mot-clé donné, l'URL qui est positionné. Si c'est une fiche produit, on aura bien sûr son SKU, ce qui n'arrivera pas sur des pages listes, bien évidemment. Et puis, on va pouvoir réinjecter la donnée de produit qu'on sort de l'ERP. Donc là, dans l'exemple, c'est la classe marge. Une fois que vous avez ce fichier, vous avez quand même une mine d'or à exploiter. Et c'est ce qu'on va voir, comment exploiter ce fichier. Par exemple, ça va déjà vous permettre de prioriser les optimisations SEO en fonction d'un taux de marge. Plutôt que d'aller chercher des positions sur des catégories de produits ou voir des produits qui ne vous apportent que peu de rentabilité, autant prioriser les efforts sur les produits sur lesquels on marge le plus. Donc pour ça, dans le fichier que j'ai donné en exemple, je vais pouvoir me dire moi ce que je veux, c'est tous les produits qui sont tous les SKU qui sont de classe marge égale A, donc mon plus fort taux de marge, et qui sont compris entre la deuxième et troisième page, parce que du coup c'est pour ça que je parle de quick wins. Si vous êtes en deuxième et troisième page, il y a peut-être pas besoin de encore énormément d'efforts pour arriver en première page. Éventuellement, si on veut prioriser encore davantage parce qu'on ne peut pas tout faire, on peut filtrer par le volume de recherche. Comme ça, ça permet de fournir en tout cas les priorités aux équipes produits et également leur fournir des consignes rédactionnelles puisqu'on a identifié grâce au keyword mapping quel est le ou les mots-clés qu'on veut positionner sur une URL donnée. Ça va permettre aussi, le keyword mapping, de suivre la pertinence ou la cohérence du e-merchandising. Donc encore une fois, à titre d'exemple, je me base sur le taux de marge. Donc j'ai peut-être des mots-clés et des pages qui se positionnent sur un taux de marge très faible, mais ils sont dans le top 3. Donc bon, globalement, on va pas vouloir sortir du top 3, mais par contre, on va pouvoir vérifier avec les équipes e-merchandising que le cross-sell, la recommandation de produit est bien faite afin de pouvoir diriger l'utilisateur sur un produit équivalent mais sur lequel on marge le plus. Donc ça, c'est pareil, c'est du business immédiat, même si on ne fait pas plus de trafic ou qu'on ne gagne pas de position. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher du business additionnel, du chiffre d'affaires additionnel avec justement nos pages qui sont déjà positionnées. Au niveau de la qualité et de la quantité des avis clients, on sait que c'est aujourd'hui c'est des facteurs qui impactent fortement la décision d'achat. Plus il y a d'avis, plus l'utilisateur va les lire, et puis plus la note sera élevée, plus il aura une proportion à acheter. Avec le suivi de positionnement enrichi, je peux très bien filtrer et récupérer toutes mes fiches produits qui sont positionnées dans le top 3, mais qui ont moins de 3 avis clients. Donc après, c'est de savoir comment exploiter cette donnée. Encore une fois, ça va passer par l'e-merch, puisque sur l'exemple de la Fnac, on voit que
les produits présentés en priorité, ce sont des produits marketplace. Donc forcément, les produits marketplace, pour tous les marchands, on marge moins que sur les produits vendus en propre. Donc il faut à ce moment-là aller voir les équipes immerges pour voir quelles sont les règles de cross-selling qui sont en place sur ces fiches produits, et surtout peut-être impulser une démarche de attention, en fonction du cycle produit, nous n'allons pas, en fonction de la notation ou du nombre d'avis, nous n'allons pas appliquer les mêmes règles d'immerge que sur d'autres catégories. Enfin, ce que je recommande aussi, c'est d'avoir un système de notation à critères. On va noter le design, la performance sonore, les performances culinaires, parce que finalement, on se rend compte que là, Darty n'a qu'un seul avis, et en plus 3 étoiles, donc c'est pas spécialement engageant. Sauf qu'on se rend compte en lisant que la personne qui a déposé l'avis a pas mal de compliments à faire sur le produit, mis à part le bruit. Donc finalement, en adoptant un système de notation à critères, ça permet de rassurer l'utilisateur et qu'il ne s'arrête pas à la note de 3 sur 5 produit ok super, il ne le verra pas ce mot, mais bruyant. Donc voilà, ça c'est ce que je vous recommande. Et globalement, une fois que vous avez votre base de données SKU, URL et les données que vous voulez ajouter, vous pouvez importer n'importe quelle donnée produit dans votre suivi de positionnement. Donc là, on a beaucoup parlé des fiches produits parce que c'est aussi là où se trouvent un peu les quick win business. Mais bien sûr, les pages qu'il faut pas négliger sont les pages de catégorie, puisque c'est elles qui vont vous rapporter le plus de trafic. Donc pour pouvoir analyser la performance des pages de catégorie, il y a 2 indicateurs que j'aime bien, qui sont donc est-ce une page orpheline, oui ou non, et quel est le PageRank interne de l'URL. Alors, quel est l'intérêt de suivre une URL orpheline? Tout simplement, parfois, on se rend compte que on est très bien positionné avec une page, mais on ne fait pas de business avec. Et oui, parce que finalement, c'est une page qui est obsolète, qui n'est plus mise à jour, mais dont le contenu plaît toujours à Google et donc il la positionne. Donc ça peut être important de bien suivre. Si vous êtes positionné avec une URL qui est liée dans la structure de votre site, ou une URL finalement qui est dans l'index Google mais pas dans la structure de votre site. Ensuite, en fonction de votre analyse, vous pourrez prendre 2 décisions. Soit faire une redirection 301 de la page indexée vers la page que vous administrez, soit pourquoi pas conserver les 2, mais à ce moment-là, il faut un peu varier le contenu de chaque page, et puis surtout, il faut alimenter les 2 pages avec les références. Au niveau du PRI, alors c'est une problématique qui peut être un peu complexe, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez sympa de voir en fonction de nos URL et de nos mots-clés cibles, lesquels se positionnent par rapport au PageRank interne, en tout cas le poids qu'elles ont aux yeux de Google. Ça peut toujours être instructif et surtout ça va vous aider à mettre en place des règles de maillage qui vont être efficaces. Donc chaque site peut avoir différentes stratégies de maillage interne, mais en tout cas voilà, moi je vous recommande vraiment d'intégrer la notion de PRI dans vos rapports de suivi de positionnement pour pouvoir analyser plus finement et puis surtout prendre les bonnes décisions. Enfin, si on va aller encore plus loin, via Zenoposter ou des scripts,
on peut faire des calculs des moyennes directement en allant scraper les pages du web. Donc je donne des exemples que je trouve intéressants, mais on peut aller calculer le taux de rupture d'une page liste produit, par exemple. On va avoir notre Zeno ou notre script qui va comptabiliser le nombre de produits identifiés comme hors stock dans la page liste, le nombre de produits disponibles, présentés dans la page liste, et puis là on aura le ratio. Donc ça peut être intéressant en tout cas de savoir qu'on se positionne avec des pages qui ont un taux de rupture de 60% par exemple. Donc là c'est pareil, hein, si c'est le cas, faut mettre en place des actions SEO, mais il faut aussi prévoir en termes de com, immerge, comment maximiser la performance de ces pages. Pour les enseignes qui font du retrait magasin, ça peut aussi être intéressant d'avoir le nombre de produits dispo en retrait magasin qui sont disponibles. Enfin, sur beaucoup de sites e-commerce, aujourd'hui on trouve des marketplaces. Maintenant, comme on l'a dit à plusieurs reprises, on ne marge pas autant sur des produits marketplace que sur les produits vendus en propre. Donc ça vaut le coup, en tout cas, de garder un œil sur les catégories qui vont référencer peut-être plus de produits marketplace, voir si vous avez des produits en propre à mettre en avant. Et là, on arrive voilà sur un peu du fine-tuning de performance commerciale. Donc voilà, ça vous fait, je pense, pas mal en tout cas, de matière à réflexion. La méthodologie que je vous ai présentée, elle passe nécessairement par des tableurs Excel, des tables de correspondance et des formules Excel, notamment la recherche V pour faire les mappings, mais ça peut être aussi des formules, voilà, de SOM-SI ensemble, NB-SI ensemble, pour aller voilà chercher une synthèse qui soit actionnable. Par contre, si vous voulez aller plus vite, plus loin et plus simplement, clairement, BigQuery offre de très belles opportunités. J'ai pas voulu m'avancer sur le sujet parce que d'une part, au sein de l'agence Digital Monkeys, l'expert Web Analytics, c'est pas moi, l'expert BigQuery encore moins. Donc du coup, c'est juste que je fais cette précision parce que il faut que vous sachiez que ça existe et à partir du moment où vous avez identifié les données, les rapports que vous voulez faire, à ce moment-là, bien sûr, on peut reprendre contact avec Digital Monkeys ou bien sûr une autre agence, mais en tout cas, vous allez pouvoir reprendre contact avec un web analyste, un spécialiste de la data, mais vous allez arriver avec des billes. Vous allez savoir ce que vous voulez analyser et lui vous dira comment le mettre en œuvre de manière beaucoup plus simple avec BigQuery. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que le discours a été plus clair que pendant mon live. N'hésitez pas à me poser vos questions sur Twitter, en commentaire ou voire même en DM. Je serais ravie d'y répondre. Et encore une fois, merci à Links Garden pour l'organisation. Merci à Patrick Valibus de 410 Gone qui est un animateur hors pair. Et puis bravo à tous les conférenciers et merci aux participants qui ont été indulgents et vraiment adorables. Donc vraiment merci et j'ai hâte de vous retrouver pour la session de Q&A. Merci à vous. Allez, à bientôt. Au revoir.